Je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur On s'en sort, le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence et avec bienveillance. Vous trouverez ici des témoignages de malades, de leur entourage ou de professionnels dans ce domaine. Nous sommes tous concernés par l'addiction, que nous y soyons personnellement confrontés ou qu'elle touche quelqu'un que nous connaissons. Pourtant, ça reste un sujet difficile à aborder où beaucoup de préjugés et de clichés continuent de circuler. Alors qui de mieux placé pour en parler que ceux qui l'ont vécu ? J'espère que chaque épisode vous aidera à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, qu'ils permettront aussi et surtout à d'autres malades de se sentir moins seuls et de s'en sortir. C'est parti, bonne écoute! Je crois que si je devais résumer l'adolescence en 2 mots, je dirais bouleversement et construction. Bouleversement car elle amène avec elle des changements physiques, psychologiques, émotionnels et sexuels, et construction car c'est à cette période de notre vie que nous façonnons les premières briques de notre identité. Baptiste s'est construit un mur, mais pas un de ceux qui nous protègent, plutôt un de ceux qui nous emprisonnent. Une prison qui cachait sa différence, ses émotions. Une différence pourtant tant convoitée pour s'affranchir de sa gémellité. Pourtant aujourd'hui, il nous prouve que si ce que vous avez bâti n'est pas en harmonie avec vos plans, il n'est jamais trop tard pour déconstruire et réédifier la personne que vous êtes vraiment. Avec Baptiste, nous avons parlé adolescence, deuil, agression, espoir, estime de soi et surtout sensibilité. Attention, cet épisode mentionne une agression sexuelle. Bonjour Baptiste! Bonjour Pauline, comment ça va? Ça va, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, d'accepter de répondre à mes questions. Dans un premier temps, je te propose de te présenter, de nous donner toutes les informations que tu juges nécessaires de partager aujourd'hui. Je m'appelle Baptiste Mullier, j'ai 29 ans, j'ai environ 10 ans d'alcoolisme derrière moi et en fait le but de cette interview c'est de raconter mon effondrement alcoolique et surtout comment je me suis reconstruit et comment j'ai retrouvé du sens à ma vie dans l'abstinence. Pour toi, c'est quoi l'addiction? C'est vachement difficile à répondre en plus, mais je dirais qu'en premier, c'est surtout l'impossibilité de contrôler sa consommation de drogue. Et c'est une consommation qui vise à fuir une réalité ou un mal-être qui est inavoué. C'est perdre la maîtrise de sa vie à cause de la consommation d'un produit. Ensuite, je dirais que c'est une maladie. L'OMS la classe comme maladie, et c'est une maladie qui est incurable, qui est progressive et fatale. Donc en fait, c'est très progressif puisque en fait, avec le temps, j'ai remplacé une pinte par deux. Enfin non, c'est le contraire. J'ai remplacé 2 pintes par une, 10 pintes par cinq, etc. Incurable parce qu'il n'y a pas de remède avéré mis à part l'abstinence. Et fatal parce que directement ou indirectement, en fait, on va mourir de son alcoolisme. Donc, euh, donc c'est très important de préciser que c'est une maladie, surtout pour les personnes qui subissent dans leur entourage un addict pour mieux gérer la situation. Donc toi, ton addiction, c'était l'alcool. Avec du recul, tu dirais que comment tu es tombée dans l'engrenage? Alors ça part en fait de avant la découverte de l'alcool, c'est-à-dire que c'est avant tout l'addiction, c'est avant tout des prédispositions psychologiques. En fait, c'est des termes. Est-ce que je suis sensible ou non à l'addiction? Pour ma part, en fait, j'ai développé des caractéristiques sensibles à l'addiction bien avant de commencer à boire. Et tout part en fait de ma gémelléité. J'ai un frère jumeau et donc ma construction identitaire a été très compliquée, surtout pour trouver ma place dans la famille et pour en fait plaire à mes parents, trouver ma place. Et donc en fait, mon frère jumeau a choisi d'être plus cérébral, d'être plus mesuré, d'être meilleur en cours. Et donc moi, pour exister, j'ai dû choisir une autre voie qui a été l'exubérance, l'impulsivité, la sensibilité. Donc c'est des comportements à risque qui peuvent naître dès l'enfance, en fait, dès la construction identitaire. Ça, c'est un premier point. Et ensuite sont venus les troubles qui sont venus très progressivement. Donc j'ai commencé à boire de l'alcool en troisième, je dirais, vers mes 15 ans, de façon assez banale. Finalement, on commençait à sortir et en fait, j'ai tout de suite adoré les effets de l'alcool. J'ai tout de suite adoré l'ivresse, cette sensation d'être libre,
de pouvoir exprimer le feu que j'avais en moi. Donc ça a été ça. Au début, voilà, j'ai bu un peu comme tout le monde, sauf que en moi, j'avais ce besoin un peu irrépressible de boire. Et, euh, et disons que les soirées sont devenues un espèce de rituel. Le before aussi. Le before a été quelque chose de très important dans mon parcours d'alcoolique. En fait, c'est se retrouver entre potes avant la soirée et boire un peu comme un trou pour rechercher cet état d'ivresse. Et comme je marche beaucoup par rituel, dès que celui-là est rentré dans ma vie, c'est devenu quelque chose de primordial et vachement important. J'ai bu vraiment pour retrouver cet état d'ivresse et pour retrouver les états d'enfance que j'avais, donc cette exubérance, cette sensibilité. J'avais besoin de retrouver ces états-là. Et puis pour moi, en fait, l'alcool, c'était tout simplement quelque chose de cool. Je méprisais les autres parce qu'ils buvaient pas. Je m'étais créé un personnage de mec qui kiffait la vie, qui kiffait sortir, qui était super à l'aise avec les meufs. Je me suis créé un personnage en fait qui ne me ressemblait pas. Et comme j'ai créé ce personnage, j'avais des devoirs en fait. J'avais des devoirs d'exprimer ce personnage créé en permanence. Donc il fallait que je boive pour faire apparaître ce personnage. Ensuite, très vite, en fait, il y a eu des drames dans ma vie, notamment la mort de mon père, qui a chamboulé ma vie. Voilà, parce que j'ai mal géré le deuil. Mon père, c'était vraiment celui qui maîtrisait le cercle familial, c'était celui qui imposait les règles. Donc, si lui était plus là, en fait, je pouvais boire et sortir quand je voulais. Au début, c'est ça qui a été assez compliqué à accepter, c'est que j'ai pas forcément fait son deuil tout de suite. C'est que j'ai d'abord vu son décès comme une liberté et comme une occasion en fait de boire beaucoup plus, d'avoir aucun compte à rendre. Je pouvais être libre. C'est ma quête de toute ma vie finalement, c'est de vouloir absolument être libre. Et sans papa, je pouvais sortir quand je voulais. Et donc ces moments alcoolisés se sont euh, élargis dans le temps et sont intensifiés en fait. Donc au début, c'était soirée le week-end et ensuite ça a été la semaine, quand est-ce que je peux boire plus, après les soirées il faut faire des afters, et la soirée suffit pas donc il faut que je boive l'après-midi. Donc voilà, c'est un peu un engrenage, c'est très progressif, comme je l'ai dit au début. Et ensuite, il y a eu, voilà, j'ai commencé à me mettre dans des situations un peu dangereuses. Enfin, je me suis cassé le pied en boîte, je me réveillais en dehors de Paris. Je faisais des cultes, en fait. Je faisais des cultes d'alcool. Donc, en fait, toutes les bouteilles que je buvais, je les affichais dans ma chambre. C'était ma vitrine alcoolique dont j'étais si fier. Et j'avais pas conscience du danger qui venait progressivement. Aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui collectionne 50 bouteilles dans sa chambre et qui sont vides, je me pose des questions. Mais moi, à l'époque, j'étais surtout vachement fier de ma descente. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans et cet état, c'était 20 ans, 21 ans, tout est venu très très progressivement. Je finissais par en fait, me faire vomir à 23 heures pour continuer à boire. Je buvais dans le frigo en cachette alors que mon verre m'attendait sur la table. Et je cherchais en fait le blackout. En fait, pour éviter de penser à mon père, je préférais me mettre en blackout direct pour ne pas me souvenir. Et à ce moment-là, là, j'ai 21 ans. Je suis jeune, j'ai l'impression de profiter de la vie, mais, mais en fait pas du tout. Et surtout, ce mot alcoolique n'existe pas dans ma tête. C'est impossible d'être jeune alcoolique. Et je n'accepte pas d'être mal dans ma peau. Il y a eu ensuite une succession d'événements qui m'ont rapproché de la mort et donc qui m'ont donné encore plus de raisons de boire. C'est que j'ai vécu ma propre mort à bord d'un avion qui a eu un problème au milieu du vol et les masques sont tombés. Et enfin, ouais, c'est assez émouvant d'en parler, mais j'ai vécu ma mort à 22 ans et ça m'a donné une raison de boire supplémentaire. Ensuite, vers 23 ans,
J'étais ivre-mort dans une boîte et un mec m'a ramené chez lui pour me violer. J'ai mis du temps à comprendre finalement qu'on peut me faire du mal, quand je suis bourré, mais surtout on peut me choisir comme victime parce que je suis bourré et c'est surtout, ça que j'aimerais vraiment mettre, en lumière. C'est qu'on peut devenir une victime de sa propre consommation d'alcool. On peut te faire du mal parce que tu es bourré. Ça a été une épreuve vachement difficile. Bien évidemment, j'ai bu pour éviter d'y penser. À ce moment-là, je commençais, à boire de plus en plus seul, à éviter les reproches parce que les mes proches me faisaient des remarques et donc je préférais boire, en cachette pour pas supporter leurs reproches, où je passais de plus en plus de temps à boire ou à penser à l'alcool, en fait. C'est ça qui l'alcool occupait de plus en plus, enfin, tout mon emploi du temps, en fait. J'ai commencé à penser à boire dès le matin. Ensuite, il fallait que j'achète l'alcool, trouver des stratagèmes pour pas être vu. Ensuite, tout le temps à consommer, c'est un temps immense. Et il y a aussi un temps qu'on oublie, c'est tout le temps à récupérer. Donc, en fait, sur une journée de 24 heures, il va y avoir, en fait, c'est 24 heures où je pense à l'alcool, où je consomme, où je récupère. Donc, et à ce moment-là, j'ai 22, 23 ans et j'ai aucune envie de vivre. Tu consommais à peu près, quelle quantité d'alcool par jour? Ça pouvait aller à une bouteille de vodka par jour, à quelques pintes. En fait, c'est pas forcément une question de fréquence. C'est bon, c'est vrai que la fréquence devient alarmante, mais c'est surtout le rapport qu'on a avec l'alcool. Et si je commence à utiliser l'alcool pour fuir une réalité, pour, anesthésier ma souffrance, pour éviter de me confronter à moi-même, ça devient problématique. Après, on peut avoir des problèmes, avec sa consommation, avec 2 verres ou 3 verres de vin par jour, tu vois? Tout dépend de la relation que tu as avec l'alcool. Oui, bien sûr. Ça, c'est important de le noter parce que je pense que tout le monde n'a pas cette notion-là en tête. Est-ce que tu te souviens, de la première fois où tu as bu tout seul? Pas spécialement, c'est vrai que j'avais besoin de prendre de l'avance sur les autres, ça c'était vers 19 ans, 20 ans. J'avais les reproches commençaient à éclore et donc pour éviter d'avoir des reproches, je prenais de l'avance, sur la soirée. Donc je commençais à boire seul dans ma chambre avant de rejoindre mes potes. Ça, je dirais que c'est peut-être mes premières expériences de consommation seule. Ensuite, j'avais tellement peur de rentrer chez moi et encore d'avoir des reproches, un jugement et cetera, qu'au lieu de rentrer après une soirée, au lieu de rentrer, j'allais dans des parcs, et je buvais tout seul. Et du coup, j'imagine que, quand tu n'avais pas, d'alcool, tu ressentais le manque. C'est quoi les symptômes du manque? Quels étaient les tiens? Bah, c'est vrai que là aussi, ça dépend un peu de chaque personne. Moi, c'était, en fait, il faut séparer un peu la dépendance physique, donc les symptômes physiques et les symptômes plus psychiques. C'est vrai que la dépendance physique, c'est un peu la première qu'on remarque. Ça va être des nausées, des maux de tête, des tremblements, des sueurs froides. Mais aussi, il y a tout le côté psychique où on va rentrer en dépression. Et ces ces effets, ces symptômes de manque sont que des effets qu'on va chercher à supprimer en buvant. Donc, en fait, la drogue va nourrir des états d'angoisse qu'on va essayer ensuite de faire disparaître dans l'alcool. Donc en fait, ça va être un cercle vicieux où, finalement, je vais utiliser l'alcool pour contrer cet effet de manque. Ça, c'est très problématique aussi. Et donc pendant ces, 10 ans où tu buvais, tes relations avec ta famille, tes amis ont évolué comment? Bah, petit à petit, j'endommageais toutes mes relations. C'est surtout dans l'isolation volontaire que je supprimais les liens avec mon entourage. Ils cherchaient à m'aider, mais je n'écoutais pas. Donc, au lieu de me confronter à eux, je m'isolais et en plus, ma consommation, mes frasques et cetera, faisaient qu'on m'invitait de moins en moins et donc, ma consommation m'isolait. Donc je m'isolais volontairement et involontairement.
Mes mensonges permanents brisaient toute confiance, je racontais n'importe quoi, je racontais des mythos sur ma consommation, la fréquence, qu'est-ce que je faisais, avec qui j'étais, juste pour pas avoir de jugement, mais enfin, ils étaient pas dupes, hein. Ma présence ou mon absence était une source d'angoisse pour mes proches. C'était, quand j'étais là, c'était dans quel état est-ce qu'il va finir ce soir? Et quand je suis pas là, c'est: «Ah, où est-ce qu'il est encore? Est-ce que je vais devoir aller le chercher, en train de zoner dans le métro ou dans les rues de Paris?» N'importe, enfin, c'est un stress permanent pour les proches, quoi. Et justement, souvent l'entourage sait pas trop comment réagir et comment, aider et accompagner, la personne qui est en prise avec l'addiction. Selon toi, comment l'entourage peut aider, une personne malade, une personne, qui souffre, d'alcoolisme ou de n'importe quelle autre addiction? C'est une très, très bonne question et c'est difficile d'y répondre parce que la première chose, c'est, demander à l'entourage d'accepter d'être impuissant parce que, la le déclic va se passer à l'intérieur de l'addict et va pas forcément venir de l'entourage. Alors bien sûr que l'entourage doit être présent, et accompagnateur, surtout dans l'amour en fait, mais c'est pas en secouant le malade qu'on va le réveiller. Ça va être un déclic intérieur. Donc, enfin voilà. Donc tu me demandes quelles attitudes avoir ou ne pas avoir. Il y en a quelques-unes que je tire de mon expérience. C'est bah, en premier, c'est que c'est inutile de lui faire des reproches, parce qu'il faut le considérer comme un malade. Une personne diabétique, est-ce qu'on va lui reprocher d'avoir cette condition-là? Je suis persuadé que non, donc il faut considérer l'alcoolique comme quelqu'un qui n'a pas choisi d'avoir cette maladie. Ensuite, c'est assez inutile de le confronter à sa consommation quand il est bourré. Quand il est bourré, il n'est pas en état de comprendre, il va se braquer, il risque d'être violent, et il va vous envoyer chier en fait. Donc il faut arriver à lui parler quand il est pas bourré. Ensuite, il y a une très, enfin, j'ai beaucoup subi ça, c'est qu'on me demandait, on me disait: «Si tu m'aimais, tu de boire», et ça, c'est un espèce de reproche ou de chantage qui marche pas, parce que sa maladie n'a aucun rapport avec l'amour qu'il va vous porter. En fait, ce qui est super important, c'est de lui répéter au quotidien qu'on les aime, qu'on n'est pas dupe de sa consommation, mais qu'il faut surtout pas briser les liens sociaux. L'alcoolisme se soigne en grande partie grâce à des liens sociaux sains, donc il faut absolument garder ces liens sociaux, même si cet individu apporte pas mal de stress et d'angoisse. Il faut continuellement l'accompagner dans l'amour, en fait. Et voilà, garder un lien vital. C'est vrai que mon addictologue m'a dit que l'addiction est une maladie du lien qui se soigne par le lien. Et donc, si le malade trouve des raisons de vivre, trouve des liens bienveillants et sains, ça va lui enlever une raison de boire supplémentaire. Parce que, faut le rappeler que l'alcoolisme est aussi un cercle vicieux de solitude. C'est qu'il va se sentir seul, donc pour pallier à cette solitude, il va boire. Et donc, faut lui donner des raisons de sortir de l'addiction. À quel moment, tu as senti que tu touchais le fond, que là, il fallait, être aidé, que tu avais besoin d'accompagnement? Cette prise de conscience s'est faite vraiment sur plusieurs années. J'ai essayé à tout prix de garder l'alcool dans ma vie. Donc ça a commencé par des limitations, des périodes d'abstinence qui ont foiré. J'essayais d'éviter l'alcool fort, je me limitais à la bière, sauf que je voyais bien qu'à la bière, je pouvais continuer à me mettre en blackout avec de la bière. Donc en fait, faut préciser qu'entre la prise de conscience de son problème que j'avais et la décision d'arrêter de boire, il se passe du temps, et il faut être patient. C'est aussi un des conseils que je donnerais à l'entourage, c'est d'être patient. Ça se fait pas en un déclic. Et l'alcoolique n'est pas un être dénué de volonté. Progressivement, en fait, j'ai commencé à trembler, donc j'ai eu besoin de boire pour supprimer les tremblements. J'ai eu des gueules de bois, donc j'ai eu besoin de boire pour supprimer les gueules de bois. Il y a eu pas mal de cercles vicieux comme ça, où je prenais conscience de ma relation un peu malsaine à l'alcool.
Je faisais des nuits blanches, donc j'ai eu besoin de boire pour dormir, j'étais trop fatigué pour avoir, une vie sociale, donc je devais boire pour voir des gens. J'utilisais l'alcool comme un anxiolytique, mais ça nourrissait davantage d'angoisse en moi. Donc en fait, voilà, progressivement, ma relation à l'alcool changeait et c'est au moment où j'avais besoin de l'alcool pour vivre, où j'ai ressenti, vraiment, enfin, j'étais épuisé psychologiquement et physiquement, donc j'ai pu ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui fait, que l'on décide à se faire prendre en charge ou en tout cas à essayer d'aller mieux? On parle souvent d'un déclic. Est-ce que c'est comme ça que toi tu l'as ressenti? Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça parce que j'ai vécu 24 heures inexplicables dans mon parcours. Je venais de me mettre une cuite assez historique, pas forcément en conneries, mais j'avais bu enfin franchement, excessivement. Cette gueule de bois a duré 3 jours où j'étais incapable de sortir de mon lit, donc je ratais les cours, on me demandait où j'étais. Suite à cette cuite, ma mère est rentrée dans ma chambre et m'a parlé des alcooliques anonymes. Elle m'a dit, «Est-ce que tu as songé aux alcooliques anonymes?» Et je n'arrive pas à expliquer pourquoi, j'ai réussi à ouvrir les yeux à ce moment-là, comment j'ai fait pour entendre ma mère. Parce que si elle était venue dans ma chambre, peut-être 2 mois plus tôt ou 2 mois après, peut-être que je l'aurais pas entendue, peut-être que je l'aurais envoyée chier. Donc c'est un événement inexplicable. Surtout que j'ai reçu une lettre de mes amis qui me disaient que je mettais ma vie en danger, qui se souciaient de moi, qui, heu qui me voyait me détruire et qui voulait absolument pas, me voir, en mourir. Et donc en fait, ces 2 preuves d'amour, ma mère et celle de mes amis successivement, en moins de 24 heures, m'ont peut-être donné un petit coup de peps, m'ont donné une raison de m'en sortir et heu et j'ai ouvert les yeux. Et même encore aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer, ce déclic, pourquoi ce jour-là précisément, pourquoi est-ce que, mon désir de vivre a été, ce jour-là plus fort que mon désir de mourir. Faut savoir que vraiment j'avais envie de mourir, mais j'avais même pas les couilles de me prendre la vie, donc je préférais boire et me mettre en blackout pour éviter d'avoir à me tirer une balle finalement, tu vois? Donc Mmh. heu, donc voilà, ça c'est mon déclic. Un 31 mars, pardon, ça s'est passé un 31 mars. Le fait que tu te souviennes de la date, c'est quand même très parlant. J'arrive pas à expliquer, et j'ai à la fois tellement de chance d'avoir ouvert les yeux, et d'avoir vu qu'une vie était possible sans alcool, alors que j'y croyais pas du tout. Me supprimer l'alcool de ma vie, c'était mourir. C'est pour ça que je tenais absolument à garder l'alcool tout près. J'arrivais pas à accepter de supprimer l'alcool de ma vie, donc voilà. Ouais, j'en parle avec beaucoup d'émotion, mais c'est parce que voilà, je me sers un peu, encore de ces expériences pour ne pas craquer, quoi. Si j'ai envie de boire aujourd'hui, bah, je vais me souvenir de ces moments hyper fondateurs et ça me donne des raisons, en fait, de continuer mon abstinence. Ton sevrage, tu l'as réussi comment? Comment tu t'y es pris, toi? Alors, j'ai mis en place pas mal de choses. Je dirais qu'il y a 4 points très, très importants. Le premier, c'est forcément le sevrage total d'alcool, donc c'est 0 verre, même pas une bière si j'en ai envie, c'est vraiment zéro. Si je me remets à boire, je peux pas réparer mes souffrances. Donc avant tout progrès, avant toute reconstruction, il fallait absolument que je supprime l'alcool définitivement. Donc ça, c'est le premier point, le sevrage total. Ensuite, le deuxième point, ça va être des soins thérapeutiques. Le sevrage à lui seul ne m'a pas permis de me reconstruire. Il fallait que je me confronte à mes souffrances, parce que si j'ai bu, il y avait forcément des raisons très valables, et pour réparer ces souffrances, pour cicatriser, il fallait que j'aille en thérapie. Troisième point, c'est que je ne pouvais pas trouver de l'inspiration et je ne pouvais pas me nourrir d'une énergie sans parler, sans me confronter à d'autres addicts. Donc moi, j'ai choisi les alcooliques anonymes, mais
tout type de groupe de parole est vachement efficace. Je conseille vachement aux gens d'avoir le courage d'aller en groupe de parole pour s'identifier, pour trouver des raisons, enfin s'inspirer. Et enfin, ça m'a vachement aidé parce que toute ma vie, je me considérais comme quelqu'un de différent. Pourquoi est-ce que je suis émotif? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me prendre en main? Pourquoi est-ce que j'ai un mal-être? J'arrive même pas à le mettre en mots et tout. Et dès que je suis entré dans les Alcooliques Anonymes, j'ai pris une claque en fait. C'est waouh, je partage exactement les mêmes problématiques que ces gens-là. Ça m'a donné une raison de me battre parce que si eux arrivaient à s'en sortir, j'allais pouvoir le faire aussi. Donc c'est vachement important. Et le quatrième point, c'est me trouver un pourquoi. Pourquoi je ne dois plus boire. Et c'est essentiel quand des moments, quand des pulsions vont arriver, quand des envies de boire vont arriver, il faut absolument se remémorer ce pourquoi j'ai arrêté de boire, pourquoi je dois pas reboire, pour se souvenir en fait que l'alcool nous a fait du mal et que encore aujourd'hui, si je recommence à boire, il va me faire du mal. Et ensuite, j'ai mis d'autres choses en place, comme j'ai fui la solitude, mais j'ai fui aussi les personnes toxiques. J'ai fait le tri dans mes amis. Je me suis entouré de mes véritables amis, de ceux qui me comprenaient, de ceux qui m'aimaient malgré mes frasques. Je fais une pause de quelques secondes dans l'épisode pour vous rappeler de vous abonner au podcast sur l'appli d'écoute que vous utilisez pour ne louper aucun nouvel épisode. Et le must, si vous avez 10 secondes devant vous, un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast seront d'une grande aide pour faire grandir On s'en sort. Enfin, pour suivre les actualités du podcast, retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et même LinkedIn @On s'en sort. Allez, je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse retrouver Baptiste. Fuir la solitude, c'est aussi se reconstruire un environnement sain. C'est reconstruire un environnement où j'ai moins envie de boire, où je vais moins être tenté. Ensuite, grâce à la thérapie, j'arrive à me pardonner. Enfin, se pardonner, ça va être me libérer de mon passé. Ça va être de pouvoir construire quelque chose de sain, retrouver de l'estime de moi. C'est super important de travailler le pardon de moi-même et aussi demander pardon aux autres pour laver son propre cœur. Je dis pas que tout le monde accepte mon pardon, mais au moins ça répare quelque chose en moi et ça me donne des raisons positives de continuer l'abstinence. Ensuite, je vais utiliser mon énergie à bon escient. Je vais trouver des activités pour compenser ces envies de boire. Donc, au lieu de boire, forcément, je vais avoir pas mal de temps libre sur les mains. Il faut que je trouve absolument des activités. Moi, ça a été le foot, par exemple, ça a été le sport, et je retrouve le foot sobre. En fait, j'ai oublié de te dire, mais vers 15 ans, j'avais ce rêve d'être footballeur et ça faisait partie intégrante de ma vie. J'adorais le foot, je vivais que pour ça. Et le jour où je me suis dit: «Mon milieu social n'acceptera pas ça», donc en fait, j'ai pas choisi, je me suis pas affirmé, c'est surtout ça. J'ai pas affirmé mes choix. Le jour où le foot a quitté ma vie, j'ai vraiment commencé à boire. Toi, est-ce que tu es passé par une prise en charge médicale? Est-ce que tu as fait une cure? J'ai pas fait de cure, mais maman y a beaucoup songé. En fait, le jour où elle est venue dans ma chambre, j'ai ensuite réalisé qu'elle s'était beaucoup renseignée. Est-ce qu'on l'envoie en cure? Est-ce qu'on l'envoie aux Alcooliques Anonymes? Ma mère s'est beaucoup renseignée auprès d'un groupe de parole qui s'appelle les Al-Anon. C'est un super truc, entièrement dédié à l'entourage de l'alcoolique. C'est trouver des ressources, trouver du soutien auprès de personnes qui vivent la même situation que vous. Donc pour ma mère, ça a été topissime. Et voilà, bon, je sais pas, ma mère a opté pour les Alcooliques Anonymes et donc moi, mon parcours de soins a été auprès de ce groupe de parole. Et ton médecin généraliste, par exemple, est-ce qu'il te suivait? Est-ce que tu as eu des médicaments, des choses pour t'aider à arrêter l'alcool? J'ai été traité, en fait, suite au drame, j'étais en état dépressif, donc j'étais traité pour dépression. Donc je prenais des anxiolytiques, je prenais des antidépresseurs, mais mon psychiatre n'a jamais nommé mon alcoolisme. J'étais traité pour la dépression, mais j'étais pas traité pour l'alcoolisme. Et ce qui a été assez ouf, c'est que après un certain nombre de mois d'abstinence, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas du tout dépressif et que c'était l'alcool qui me maintenait dans la dépression. Et ça aussi, c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument
posé sur papier, c'est que l'alcool va nourrir cet état dépressif alors qu'on n'est pas forcément dépressif. Et donc, enfin, pour répondre à ta question, oui, j'étais traité, oui, j'avais des anxiolytiques et des antidépresseurs. C'est prescrit par les addictologues parce qu'on va avoir les symptômes du sevrage qui vont être assez violentes et surtout, c'est la seule drogue où le sevrage non suivi peut être risque de mort. Donc, il faut être suivi. En fait, si tu entames ton abstinence, il faut quand même être suivi. Ça, je te remercie vraiment de le dire parce que c'est très méconnu, le fait que, arrêter de boire tout d'un coup quand on est, alcoolodépendant, ça peut être dangereux. Donc c'est important, d'en parler à un médecin, C'est super pour être important. accompagné et pas prendre de risques. Surtout qu'en fait, d'ailleurs, j'y pense, il y a eu des actualités sur ça pendant le confinement où il y a certaines régions, je me souviens, enfin, je sais pas si c'était des régions, mais qui interdisaient la vente d'alcool pendant le confinement. Et ils sont revenus sur leur décision parce que les addictologues sont montés au créneau en disant mais on peut pas faire ça. Si on supprime l'alcool à des alcoolodépendants lourds, ils peuvent en mourir. Enfin, c'est dangereux en fait. C'est dangereux de supprimer l'alcool tout de suite. Faut absolument être suivi. Il y a un mot, que je trouve intéressant, dans ta façon de parler. Quand tu parles d'alcool, tu parles de drogue. En France, dire que l'alcool est une drogue, c'est peu courant et pourtant c'est vrai. Du coup, je voulais rebondir là-dessus. Toi, à quel moment tu as pris conscience que, bah, l'alcool, c'était une drogue au final? En fait, très, très rapidement, dans mon abstinence, on me parlait de l'alcool comme une drogue et ensuite, j'ai fait des recherches, enfin, je me suis pas mal renseigné et c'est vrai que c'était assez impressionnant enfin, ce que je pouvais trouver comme information dans l'addictivité du produit. L'alcool, c'est un des pires, et en fait, la seule différence, c'est que l'alcool, pardon, c'est une drogue licite. Ça va être, permis, à la vente alors qu'il y a d'autres drogues qui sont illicites, mais ça reste des drogues quand même. L'alcool a un degré d'addictivité monstrueux et c'est juste qu'on a en France des lobbies d'alcool vachement puissants. Alors du coup, maintenant ça va mieux, tu ne bois plus. Ça fait combien de temps que tu es abstinent? 1905 jours que je suis abstinent, ça fait un peu plus de 5 ans en fait. Et du coup, de quoi tu es le plus fier dans ce parcours-là? Ouah, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à être fier de mon abstinence. Je pensais, que c'était nécessaire, en fait, que si j'avais continué de boire, je serais sûrement mort aujourd'hui. J'arrivais pas à être fier de quelque chose qui était vital, en fait. Bon, j'ai pas mal travaillé sur ça, parce qu'il faut quand même que je sois gentil avec moi-même, un peu plus doux. Donc en fait, j'ai appris à être fier. J'ai repris mes études, par exemple, et j'ai pu décrocher un diplôme pendant mon abstinence. J'ai coécrit un livre sur mon histoire de vie. Ça a été écrit en littérothérapie, donc c'est une thérapie par l'écriture. Donc je l'ai coécrit avec une littérothérapeute qui s'appelle Judith, qui est formidable. Ça a été une libération de pouvoir mettre des mots sur mes souffrances, de comprendre mes raisons, enfin des raisons complètement valables à mon alcoolisme, et de me reconstruire une libération de valider mon abstinence, d'exister à travers mon abstinence. Ça a été un parcours merveilleux et j'espère que ça va continuer. Du coup, ça fait 5 ans que tu bois plus. La vie à l'addiction, après l'addiction, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que toi, au quotidien, il y a des choses que tu remarques? Tu es jeune, tu as 29 ans. Quand tu sors avec tes amis, est-ce que, il y en a qui comprennent pas le fait que tu sois abstinent aujourd'hui? Au début, ouais, après j'ai fini par m'entourer de personnes qui comprennent mon alcoolisme, et qui le valide aussi. Aujourd'hui, je suis moins confronté à ça, surtout que je l'affiche en fait publiquement. J'ai plus honte de ça. De temps en temps, il va y avoir le serveur qui va me charrier ou qui va me dire pourquoi tu bois pas alors que les autres boivent. Donc ça ouais, ça va être compliqué en fait à, à gérer. Tu Euh, leur réponds quoi dans ces moments-là? Je leur réponds rien. Tu leur réponds rien? J'aimerais bien leur répondre que c'est pas à eux de juger ce que je bois et que je consomme ce que je veux et voilà, ils sont pas au courant de mon passif donc ils peuvent pas se permettre. C'est super intrusif, ouais. Ensuite après, je suis beaucoup dans la compréhension et dans
enfin, j'évite de me mettre en colère parce que la colère, c'est une émotion qui, moi, me met en danger. J'essaye d'évacuer cette colère différemment, donc je trouve des exutoires, je vais utiliser toute cette énergie, que j'utilisais pour, critiquer les autres, pour m'apitoyer sur mon sort, en fait, pour en vouloir à la terre entière. Aujourd'hui, je vais la déplacer, cette énergie, pour m'émerveiller de petites choses, pour savourer des petites choses au quotidien, dont j'avais un peu perdu la saveur. Enfin, je vais m'émerveiller de petites choses, enfin, c'est tout bête, mais un coucher de soleil, le goût du café, ressentir, en fait, l'odeur des choses, va beaucoup m'émouvoir. Donc je déplace cette énergie voilà, pour magnifier mon quotidien et surtout pour partir à la conquête de moi-même. Et ce qui est beau, c'est que dans la sobriété, j'apprends à vivre dans une réalité que je voulais fuir. J'apprends à enlever mon masque, et c'est super apaisant d'être soi-même. C'est super apaisant d'affirmer qui on est. J'affirme qui je suis, j'affirme que je suis abstinent, que je suis un malade alcoolique abstinent, et ça fait un bien fou. Après, je dis pas que c'est, facile tous les jours. L'alcool a nourri des angoisses, l'alcool a nourri, beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, sans alcool, enfin, l'alcool m'a laissé en vrac, en fait, et donc je dois me reconstruire. C'est ça qui est assez compliqué. Donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses. J'ai dû apprendre à gérer mes angoisses. Typiquement, dès que je sors de mon cocon, dès que je sors de chez moi, les transports en commun, je suis submergé d'angoisse, donc je dois apprendre à gérer ça. J'ai dû apprendre à dormir sans alcool. J'ai dû apprendre à être accepté, d'être fatigué. J'ai dû accepter de prendre du repos alors que je suis quelqu'un qui a quand même pas mal d'énergie, mais je dois prendre soin de moi. Je dois accepter mon rythme et il peut être différent des autres, mais je dois accepter tout ça. Je dois aussi, j'en ai pas parlé, mais je dois aussi, accepter une nouvelle sexualité. C'est que mon rapport à la sexualité est totalement différent sans alcool. Dans l'alcool, c'était très pulsionnel, c'était très mes besoins primaires, je m'en foutais de la meuf, je la considérais comme un objet. Et aujourd'hui, ça va être, dans le relationnel, dans l'amour, et l'acte est totalement différent. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant, genre: «Pourquoi est-ce que j'aime moins ça? Pourquoi est-ce que, voilà, en tant que mec, pourquoi est-ce que mon désir est beaucoup moins fort qu'avant?» C'est en tant que mec, ou peut-être que c'est la même chose en tant que femme, mais voilà, ça a été compliqué à accepter. Et mon quotidien aussi, il a été, dicté par, des envies de boire. Moi, j'ai remarqué toute la société est rythmée, par l'alcool. Il y a des affiches de métro partout, en terrasse, tout le monde consomme. Si je veux avoir une vie sociale, ça va être, enfin, il y aura de l'alcool. Donc je dois apprendre à mettre mes limites, à connaître mes limites. Quand est-ce que je suis en danger? Est-ce que tel bar va être dangereux pour moi? Donc il y a beaucoup de choses, à mettre en place, mais c'est merveilleux. J'apprends à me connaître et c'est super apaisant. Je me force plus à être quelqu'un d'autre. Et j'ai aussi appris que finalement se reconstruire, ça va pas être ne plus jamais aller mal. Je suis quelqu'un d'assez sensible, enfin je suis même un hypersensible, donc je vais être assez sujetti à des angoisses. Donc en fait, voilà, mon but, ça va être d'espacer les crises de plus en plus, de mieux gérer mes moments de doute, de mieux gérer mes douleurs. Et voilà. Et je me répète constamment que ces angoisses, ces états de mal-être, vont toujours être moins pires qu'être bourré. Généralement, enfin c'était mon cas, l'addict va avoir un côté hypersensible, c'est-à-dire que il va avoir tellement du mal à gérer ses émotions qu'il va préférer fuir dans le produit. Et enfin, t'imagines même pas le nombre de rencontres, exceptionnelles que j'ai faites, dans des groupes de parole ou au contact d'autres addicts. Ce sont des êtres, mais tellement émotifs, mais qui réagissent à la moindre chose. Mais c'est merveilleux d'avoir accès à ces émotions, c'est super beau.
Des fois, on culpabilise de ses émotions, de se dire: «Oh là là, pourquoi à ce moment-là j'ai, la les larmes qui me montent?» ou «Pourquoi là, je me sens angoissée?» et en fait, une fois qu'on a compris que ces émotions, elles sont là et qu'il faut, vivre avec, on n'a plus envie de les éteindre. On C'est a juste envie de les clair. accepter et puis, d'avancer avec, quoi. C'est vrai, c'est une belle remarque parce que, j'ai voulu anesthésier toutes mes émotions, elles étaient impossibles à gérer, donc j'ai bu et aujourd'hui, en fait, bon, je dois accepter les émotions positives et négatives, heu, mais je préfère me confronter à tout ce qui est négatif parce qu'en contrepartie, je suis c'est tout ce qui est positif est d'une puissance, enfin, c'est merveilleux. Tu imagines même enfin, quand je m'épate d'une vue, un petit coucher de soleil, enfin, l'odeur de l'herbe coupée, enfin bon, Mais tu as raison et c'est des petites choses toutes simples, mais des fois enfin, je pense qu'on oublie, des en plus dans nos quotidiens, su où on est en hyperactivité, à toujours bouger, faire, 1000 choses à la fois, on oublie de profiter des petites choses toutes simples, de la vie. Comme tu le dis, un coucher de soleil, enfin, moi le soir quand, je avant de fermer mes volets, je vois le soleil se coucher, je me dis: «Bah, franchement la dernière image de ma journée, elle est top, quoi». ouais, elle est top, Enfin, c'est topissime. alors, que dirais-tu, au jeune homme que tu étais quand tu as bu tes premiers verres? Je lui dirais surtout de ne pas avoir peur d'être qui tu es. Tu as le droit de pas rentrer dans le moule. Je coupe un peu, mais ça vient beaucoup de ma gémelléité, c'est que ressembler à quelqu'un, pour moi, dans ma construction identitaire, c'est ressembler à mon jumeau. Et pour pouvoir exister, il faut que je sois différent de lui. Donc me demander de rentrer dans un moule, c'est intolérable pour moi. Donc toute cette scolarité française qui m'a dit c'est pas bien, tu rentres pas dans le moule, ça m'a complètement détruit. Et au lieu d'accepter cela, je dirais à cette personne, à ce Baptiste de 15 ans, que tu as le droit d'être qui tu as le droit d'être insensible. Après, je lui dirais, comme j'avais des prédispositions un peu sensibles aux addictions, je lui dirais que c'est pas un échec d'être malade. C'est pas un échec. Tu n'es pas un mauvais garçon parce que tu es un addict. Je lui dirais que c'est pas une honte de demander de l'aide, c'est au contraire, c'est vraiment un acte de courage. Je pensais qu'accepter ma défaite face à l'alcool, qui a été le début de ma reconstruction, je pensais vraiment que ça allait être un échec. Et aujourd'hui, en fait, cette acceptation, c'est la seule raison qui me permet de construire mon avenir. Donc j'accepte d'avoir aucun contrôle sur l'alcool, mais ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui et ça me permet d'utiliser toute mon énergie sur quelque chose qui me ressemble plus. Oui, et puis il faut être conscient de ses propres failles, de ses propres limites pour justement, réussir à se construire et à rester solide, dans n'importe quelle Un situation. point super important, enfin, j'en ai pas parlé dans les comportements un peu à risque, mais qui m'a caractérisé énormément, c'est ce foutu perfectionnisme où je me devais absolument d'être parfait. Les reproches, c'était intolérable et si j'étais pas parfait, c'était un échec pour moi et toute cette frustration, ces angoisses et tout, j'ai dû boire pour pouvoir supporter ce perfectionnisme. Ça a été, vraiment un fléau pour moi et aujourd'hui, j'ai le droit de pas être parfait, je suis pas une machine, putain. Et de la même manière, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes proches maintenant que tu t'en es sorti? Ils sont au courant, mais j'aimerais affirmer quelque chose qui me semble super important. C'est que l'addiction, ce n'est pas quelqu'un qui est dénué de volonté. Il faut arrêter avec les représentations négatives que la société nous renvoie. Il faut arrêter de croire que l'addiction va toucher que les autres et pas nous. Ensuite, quelque chose de plus personnel que j'aimerais leur dire, c'est que j'aimerais beaucoup leur exprimer mon pardon. J'aimerais pardonner de leur avoir fait du mal, j'aimerais leur dire pardon, de les avoir bafoués, d'avoir brisé cette confiance. Voilà, j'aimerais leur demander pardon et aussi je leur pardonne aussi. Je leur pardonne aussi parce que
ils oublient en fait souvent que l'alcoolisme, c'est un combat de tous les jours. Ils pensent que je suis guéri, ils pensent que tout est bien dans ma vie et ils oublient tous les combats que je mets au quotidien, tout ce que je mets en place. En fait, j'aimerais leur dire que constamment, je mets des choses en place qui vont me demander de l'énergie et ils oublient les dégâts que ça m'a causés. Donc j'aimerais qu'ils oublient pas ça et que, je m'accorde, le temps de me reconstruire. Je me construis un socle émotionnel stable qui va me servir pour toute ma vie et c'est normal si j'ai un peu de retard parce que j'ai commencé de vivre à 24 ans, quand j'ai arrêté l'alcool à 24 ans et j'ai besoin de temps et donc pour tous ceux qui sont dans la productivité, «Vas-y, fais quelque chose de ta vie», oubliez pas que j'ai commencé à vivre à 24 ans. Donc un peu de patience, j'ai tellement avancé déjà depuis 5 ans, faut accepter qui je suis, quoi. Mais puis tu as raison de le dire que toi aussi tu pardonnes, ton entourage, parce que moi-même, je suis l'entourage, d'une personne, qui a été, dépendante à l'alcool et je me remets en question et je sais qu'il y a plein de choses, que j'ai faites et que j'aurais pas dû faire, des choses que j'ai dites que j'aurais pas dû dire. Je pense qu'au même titre, enfin, moi, il y a quelque chose que je veux mettre en avant, aussi à travers ce podcast, c'est que souvent l'entourage se dit: «Non mais il se rend pas compte du mal qu'il nous fait». Mais au final, la personne à qui il fait le plus de mal, c'est à lui-même et ça, il faut le dire, il faut en avoir conscience et il faut arrêter, des fois aussi, nous-mêmes en tant qu'entourage, de se regarder «le nombril» entre guillemets, hein, et c'est pas péjoratif quand je dis ça parce que moi-même je l'ai fait. Moi-même des fois je me suis dit: «J'en peux plus, j'arrive plus à gérer, ce qui me fait vivre» et au final, il vaut mieux prendre un peu de recul et revenir beaucoup plus serein auprès, de la personne qui est malade, avec beaucoup de positivité plutôt que des reproches. Ouais, voilà, c'est de dire qu'il a pas choisi ça et il essaye de trouver par n'importe quel moyen de faire taire cette souffrance et donc ils sont de plus en plus dans la drogue, quelle qu'elle soit. Il a même plus envie de vivre, quoi et moi je suis mort et je suis mort émotionnellement dans l'alcool et donc c'est pour ça que ça m'a un peu touché quand tu me dis que qu'on se fait du mal mais Est-ce que tu as eu la sensation que tu avais besoin de te pardonner à toi-même? de temps en temps, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, quand je repense à cette période-là. En fait, ne pas oublier me permet de ne pas ressombrer. Honnêtement, je me suis pardonné. Je me pardonne parce que j'étais juste quelqu'un de perdu et c'était pas de ma faute, en fait. C'est juste que j'arrivais pas à gérer. Je me suis fait du mal, mais j'apprends beaucoup de ces souffrances et de ces cicatrices pour transformer toutes ces expériences en choses positives que je fais aujourd'hui et peut-être que je suis pas footballeur aujourd'hui, mais je suis super fier de ce que je fais. Je suis super fier de qui je suis. Et tu peux l'être, tu as bien raison. Soyez fiers, de vous être sortis de ces situations-là parce que encore une fois, on pourrait tous être touchés et le fait de s'en sortir, c'est génial. Faut faire preuve d'énormément de courage, de force, d'abnégation et tu as raison d'être fier d'avoir eu, tout ça en toi, d'avoir réussi à trouver les ressources en toi de t'en sortir au moment où tu étais au plus mal. Mais tu as raison et en plus aujourd'hui, je laisserai personne remettre en question mes choix. Je sens en moi que je me suis trouvé, enfin, au du moins que je sais dans la direction dans laquelle je veux aller, donc je laisserai personne remettre en question mes choix. Et si quelqu'un remet mes choix en question, c'est pas mon pote ou c'est pas quelqu'un qui est bon pour moi. Pourquoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui? Déjà, je voulais enfin, je l'ai jamais placé, mais je voudrais vraiment te remercier de m'avoir, contacté. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir se faire entendre et que des personnes comme toi qui soient touchées par des histoires de vie comme ça ou qui soient touchées par le sujet, ça fait un bien fou parce que nous, ça nous permet de valider, en fait, notre maladie. Ça nous permet d'exister aussi. Donc vraiment merci. Témoigner, ça me permet de ne plus retenir tout ce que je garde en moi. J'ai voulu témoigner pour dire aux autres ce qu'on ne m'avait pas dit, donc je veux faire gagner des années aux autres, mettre des mots sur mes souffrances, mon parcours et tout, ça me permet de vraiment consolider mon abstinence. Il y a aussi une part de, j'en tire un bienfait. J'essaye d'aider les autres, mais forcément, moi, ça m'aide en retour. Donc voilà, c'est un peu gagnant-gagnant.
forcément ça m'aide, quoi. Et juste avant de te demander ton mot de la fin, je voulais juste qu'on fasse un petit virage, pour que tu nous parles des patients experts, parce qu'il me semble que toi, tu suis cette formation-là. Je suis pas sûre que les gens qui nous écoutent, connaissent, ce principe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Patient expert, ça va être, c'est un métier, qui voit le jour en France, qui a été conçu au Canada, je crois, il y a une quinzaine d'années et qui arrive en France concernant l'addiction depuis, quelques années et c'est en fait quelqu'un qui a vécu la maladie dans sa chair, qui va, grâce à son savoir expérientiel, à son vécu, va pouvoir aider et accompagner d'autres malades. Et ça marche en trinôme. Donc il y a le malade, le corps médical et le patient expert. Donc c'est vraiment un trio qui se complète bien parce que le malade va peut-être mieux se dévoiler en fait au patient expert, il va se sentir compris et le patient expert, il va pouvoir, au travers de son vécu, donner de meilleures paroles que le malade. Donc en fait, c'est moi en tant que patient expert, je vais utiliser mon savoir de ma maladie alcoolique pour accompagner d'autres malades. Et je suis intégré dans le corps médical, donc je bosse avec le corps médical et on forme un trinôme. Si j'avais pas entamé mon abstinence, j'aurais pas trouvé ça et j'aurais pas trouvé du sens à ma vie par cette formation. Moi, ça me permet de transformer mes expériences en outils pour les autres. Ça me permet de me réaliser aussi, de m'autoriser à exister en accompagnant d'autres malades. Moi, ça me permet d'utiliser toutes mes émotions en fait et c'est là qu'on revient à l'émotionnel, c'est que toutes ces émotions que je planquais dans l'alcool, que j'anesthésiais, et ben aujourd'hui c'est ma force. Comment utiliser mes émotions pour aider l'autre et je trouve ça formidable. Bravo au corps médical de s'ouvrir à ça. Merci beaucoup. Quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin, il est vraiment dirigé, auprès des jeunes. J'espère encore avoir, un langage où j'espère être physiquement, proche des jeunes pour pouvoir m'adresser à eux et en fait, c'est un message que j'ai compris en commençant mon compte Instagram il y a quelques mois où j'ai cherché à me faire des amis, à voir si en France il y avait d'autres personnes qui communiquaient sur l'addiction. J'ai tapé comme mot-clé addiction, alcoolisme, etc. Et tout ce que j'ai vu, c'était des gens qui affichaient leur consommation, qui affichaient leurs bouteilles. Donc, Ouais. en fait, j'aimerais beaucoup. Mon mot de la fin, ça va surtout être une alerte sur la confusion entre le mot alcoolisme et la grosse cuite. Ils mettent hashtag alcoolique, mais ils confondent avec le mot grosse cuite. Et il faut arrêter de confondre les deux. L'alcoolisme, il y a plus de 40 000 morts par an en France, et c'est une maladie où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de mal-être, et donc confondre ça, c'est assez problématique. Après, c'est vrai que enfin, quand j'avais 18 ans, 20 ans, je pensais qu'un alcoolique, c'était un mari qui battait sa femme, le SDF qui gueulait au coin de la rue, ou une mère indigne. J'avais pas du tout conscience que l'alcoolisme pouvait toucher tout le monde, tout âge, et quel que soit l'endroit d'où tu viens, tu pourras être touché par ça. Mais l'alcoolisme, c'est avant tout un terrain addictif, c'est une maladie et c'est pas du tout une grosse cuite. Donc voilà, j'aimerais faire une petite alerte sur ça auprès des jeunes et surtout leur dire qu'il y a des solutions pour s'en sortir. Si je l'ai fait, il y a plein d'autres personnes qui peuvent le faire. J'ai pas été un surhumain. Et l'abstinence est belle. Il faut que je sois reconnaissant de ce que j'ai. Merci à toi, Baptiste, de nous avoir livré ton témoignage et tous ces beaux messages. Si vous aussi, vous avez envie d'une bonne dose d'ondes positives tous les jours, n'hésitez pas à suivre Baptiste sur son compte Instagram, @mulierbaptiste. Je vous mets le lien en description. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter et à mettre un maximum d'étoiles au podcast. Enfin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez témoigner, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram @onsensort ou par mail contact.onsensort@gmail.com. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Si vous avez besoin d'aide, d'informations ou d'écoute, vous retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.